Bonjour à vous, je me présente Fabrice Ivanov-Sena, comédien. Et aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Ali Nestor au sujet de son tout premier livre, Moi, Ali Nestor, Petit prince de la rue. Ali, vous avez souvent dit avoir écrit ce livre pour que les gens puissent mieux comprendre les jeunes en situation de vulnérabilité. Pourquoi ça a été un des moteurs principaux de l'écriture de ce livre? Euh, pour moi-même avoir été un jeune qui a été en situation de vulnérabilité, en situation très difficile où ce que je me cherchais et autour de moi, les gens avaient de la misère aussi à comprendre tout ce que je vivais. Alors, j'étais entouré de personnes qui étaient beaucoup plus portées au jugement OK. qu'à essayer de comprendre. Donc, et lorsque j'ai parti mon organisme, bien sûr, je voyais ces jeunes-là qui reflétaient énormément ce que moi j'avais vécu en tant que jeune. Et j'avais envie justement à vrai dire, ce n'était pas supposé être un livre au début. Je voulais que ce soit une espèce de recueil qui serait accessible dans les écoles, le milieu des centres de jeunesse, donc le milieu de la jeunesse en gros, qui pourrait servir d'outil pour que le milieu de la jeunesse, bon, les personnes qui y travaillent puissent comprendre les jeunes qui sont en situation de crise, ils sont en recherche d'identité et tout. Et bien sûr que les jeunes aussi puissent s'approprier ce recueil, puissent voir que des jeunes aussi, ils ne sont pas seuls, parce que c'est encore plus difficile lorsqu'on vit tous ces types de situations et qu'on se sent seul, qu'on se sent différent, qu'on se sent à part des autres. Et surtout, il y a rapidement une étiquette qui nous est ajoutée lorsqu'on vit ces trucs-là, parce que, comme vous le dites, il y a cette tolérance dans l'ignorance. Les gens ne comprennent pas trop ce que ces gens-là vivent, et ces jeunes le vivent, et ils se disent « Ah, de toute façon, c'est juste normal, c'est un jeune, sa vie est gâchée, il vient de voler, il a été en centre de jeunesse, c'est fini pour lui. » Donc, ça aussi, ça devait être une des raisons principales pour démystifier toutes ces affaires-là. Oui, effectivement, ça en faisait partie, justement, comme vous dites. Les jeunes les jeunes on est porté, une partie de la société sont portés à les juger au premier regard, ne cherchent pas à voir ce qui se passe en arrière d'eux, ne cherchent pas à comprendre, mais pourquoi ce jeune agit de telle façon. Mais ce jeune est en crise, lorsqu'on voit que c'est la seule façon qu'il a trouvé d'exprimer ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait, parce qu'il ne se comprend pas lui-même, il se recherche. Ali, dans votre livre, vous dites qu'adolescent, vous avez de la difficulté à exprimer vos émotions, à expliquer comment vous sentez. Et il y a deux moments marquants qui m'ont marqué, que j'ai retenus. La fois que vous êtes revenu à la maison, que vous avez votre fresh cut à la LL Cool J, que votre père vous a forcé à raser vos cheveux, vous dites que ce moment-là vous a fait ressentir un malheur, une impression que votre père avait honte de vous. Et aussi, lorsque vous étiez en centre et qu'il fallait exprimer ses émotions, vous avez vu un jeune membre de gang rivaux qui était noir le faire et vous avez été surpris parce que vous croyez que ce genre de façon de faire était associé aux Blancs. Comment expliquez-vous qu'encore aujourd'hui, il y a ce jugement dans la communauté noire par rapport au fait de parler de ses émotions ou même parler de maladie mentale? Tu sais, c'est quand même assez important. Effectivement, c'est une très bonne question. Donc, dans les communautés noires ou les communautés maghrébines, même hispaniques, ce sont souvent des sujets qui sont très tabous. Lorsqu'on parle souvent de maladie mentale, il y en a qui vont même associer ça au vaudou. Exactement, Des rapidement. choses comme ça. Donc, ça change tranquillement, mais ce n'est pas quelque chose qui est évident. Donc, souvent, là, on va dire, allez voir un psychologue. Il y a un risque de jugement si quelqu'un de cette communauté dit à ses pairs, j'ai commencé à voir un psychologue. Rapidement. Est-ce que tu es fou? Est-ce que tu es folle? Comment ça, c'est associé exactement à quelque chose de négatif. Ça n'a pas rapport. C'est fait pour les personnes blanches, ces affaires-là. Nous autres, on n'en a pas besoin. Donc, c'est des choses, effectivement, qui se changent beaucoup, mais qui a encore un certain jugement là-dessus, effectivement. Mais comment on fait pour
amener ce changement, changer ce rapport-là, d'expliquer justement à, à mettre des gens, des jeunes justement qui vivent des situations de crise comme ça, qui se sentent légitimes d'en parler sans qu'il va y avoir un jugement? Parce que je sais que même moi, à un certain âge, si je vivais des troubles mentaux, que je pouvais être en dépression, je savais que si j'allais voir ma mère, que je lui disais ça rapidement, son premier réflexe, c'est de me dire: ah, on va aller à l'église. Oui, oui. Comment on amène ça plus loin que dans la communication? Bien, évidemment, tout passe toujours par, le mot est fort peut-être, mais l'éducation. Mhm. Et souvent, on est éduqué par nos parents, mais souvent, nous, les enfants, on doit faire en sorte d'éduquer nos parents aussi. Hmm. Donc, exemple, des familles arrivent au Québec, il y a bien des choses que les enfants vont apprendre dans la société, vont apprendre à l'école et tout, Mhm. et ben, ils doivent l'apprendre aussi aux parents. Mhm. Donc, parce que, bien sûr, il y a le bagage culturel qui arrive. Donc, exemple, je me rappelle, jeune, j'avais toujours un mur d'installer lorsque je devais parler à un adulte qui était à l'extérieur de la maison parce que, de coutume, mes parents me disaient, ben tu ne parles pas de ce qui se passe à la maison, à l'extérieur. Tout à fait vrai. Donc, tu ne t'exprimes pas, ça reste À la maison, ce qui à se la passe à la maison, maison. ou s'il y a une difficulté à quelque chose, ben je vais t'envoyer parler à ton oncle, je vais t'envoyer parler à ta tante, ou tu vas aller Mhm. parler avec ton Les grand-père. problèmes de famille, on règle ça en famille. Reste en famille. Mhm. Donc, voilà. Il y a aussi un truc intéressant par rapport à tout ça, c'est que vous dites, en Haïti à l'époque, la connaissance et le savoir académique sont une question de survie, un espoir de vie meilleure. Oui. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, cette performance académique existe encore au sein de notre communauté noire envers les jeunes, qu'il y a encore cette pression de réussir, soit entre devenir avocat, ingénieur, médecin? Si on ne fait pas de ces trois métiers-là, c'est fini, votre vie a été ratée. Oui, effectivement, cette pression est encore là et je dirais que c'est une bonne chose d'encourager ces enfants à avoir le meilleur d'eux. Mhm. Mais il faut être à l'écoute de ces enfants-là. Donc, je pense que ce qui devrait se rajouter, pour l'avoir vécu moi-même, c'est que je n'ai jamais compris pourquoi. Je l'ai compris adulte, mais je n'ai jamais compris pourquoi que mes parents me poussaient autant. Mhm. Donc, je finissais par comprendre que c'était pour eux. Alors, ce qui manquait, c'était la communication qui vient avec. Donc, lorsque les parents prennent le temps de s'asseoir avec leurs enfants et une conversation avec ça, expliquent pourquoi ils sont aussi encourageants envers eux. Demandant, ouais. Demandant parce qu'eux autres, ils ont vécu ça, ils ont manqué de ça, ça. Donc, moi, je n'avais pas cette communication. Donc, je pense qu'il est important aux parents d'avoir une conversation, puis de communiquer, d'avoir une bonne communication. Puis quand je parle de communication... Ça va dans les deux sens. Exactement. Parce qu'il faut que les parents soient en mesure de recevoir, parce qu'ils ont justement fait tous ces sacrifices pour les enfants, puis leur expliquer pourquoi ils leur poussent. Voilà. Mais il faut qu'ils comprennent aussi Il faut qu'ils écoutent les enfants, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, quels sont leurs rêves. Et je pense qu'avant tout, ce qui est important, c'est que les enfants ont envie de faire quelque chose. Mhm. Même si son enfant dit aujourd'hui, je vais être ingénieur, puis le mois prochain, il dit, je vais être comédien, après ça, il dit, je vais être mécanicien, mais il a envie de faire quelque chose. Mhm. Donc, il a les sens éveillés. Donc, pour moi, c'est correct. Et ton enfant dit qu'il veut... je me rappelle une fois, ma fille m'a dit, je vais être vétérinaire, après ça, je vais être youtubeuse. Bon. OK. Elle a envie, elle rêve à quelque chose. Oui, puis ce qui est important là-dedans, c'est l'encouragement, le support. L'encouragement. Ouais. Donc, on peut parler, oui, de son expérience. Voici si tu veux devenir youtubeuse, bien voici ce qui entoure ça, selon mes connaissances. Si tu veux devenir mécanicien, mécanicienne, voici ce qui entoure ça. Donc, je peux parler de mon expérience de vie, mais décourager ses enfants à vouloir être quelqu'un, c'est une mauvaise chose. Bon. Parce que c'est là qu'on se retrouve à faire des métiers qu'on n'a aucune envie. On s'inscrit au cégep dans un programme sciences nature, justement, pour faire plaisir aux parents. Pour finalement, qu'au final, après 3 ou 4 ans, tu décides de changer. Moi-même, je l'ai vécu. Puis
si tu as juste l'impression d'avoir perdu ton temps alors que tu aurais pu justement, dès le début, tu le sentais, même Oui, vous le dites, depuis très très jeune, vous avez ressenti le besoin que vous allez devenir un combattant, mais vous n'étiez pas poussé là-dedans, donc ça a ralenti votre parcours, mais vous êtes quand même arrivé à cela, oui, pareil. oui. Ça m'a amené à faire beaucoup d'erreurs, Mhm, mais j'ai fini par me raccrocher à ce qui me faisait rêver. mhm. Donc j'ai commencé à pratiquer tout ça, les arts martiaux et tout, mais je suis allé quand même gratter une certification en ébénisterie, donc qui est la menuiserie, pour faire plaisir à Plaisir. ma mère. Donc ça la rassurait, mais j'ai foncé dans ce que j'aimais. Mhm. C'est parfait. Ali aussi, vous dites que dans le temps que vous êtes entré dans les gangs de rue, vous recherchiez à être remarqué, aimé, respecté et avoir un sentiment d'exister. Est-ce que c'est pour combler ces mêmes besoins que vous avez créé votre organisme Ali et les princes et princesses? Euh, j'ai créé ça pour combler ce même besoin auprès des jeunes, OK. parce que peu importe l'époque, je vois que ça ne change pas. Les besoins d'un jeune, qu'on soit dans les années 60, 70, 80, 2000, ces mêmes besoins-là sont toujours d'actualité. Donc, il fallait que je crée justement quelque chose où ce que les jeunes pouvaient ressentir ce sentiment, avoir une place où ce qu'ils peuvent être, ce qu'ils ont envie d'être, s'exprimer, quoi, une place où ce qu'ils peuvent s'exprimer. Et vous avez l'impression que cet organisme-là, tous les jeunes ont ça, qui arrivent à justement à être comblés par rapport à ça. Surtout le besoin d'être aimé, c'est quand même difficile de faire ressentir ça à un jeune qui toute sa vie n'a pas eu l'impression d'être aimé. Comment on arrive à leur donner cette impression-là qu'ils sont aimés, qu'ils sont acceptés? Dans le fond, c'est d'être soi-même, c'est de ne pas être autre personne que qui on est. Lorsqu'un jeune arrive, il est accueilli et on est là, on le fait comprendre qu'on est là pour l'écouter, qu'on est là pour lui. Mhm. Et on lui fait comprendre que ça va aller à son rythme. Exemple, un jeune peut arriver, je lui dis, viens, on va aller se parler. Mhm. Puis, on marche ensemble. Mais j'attends qu'il me parle. Mhm. Et ça se peut fort bien que la première fois qu'on s'est dit un mot, deux mots, trois mots, parce que je vais à son rythme, je lui laisse le temps d'apprendre à me connaître. Donc, c'est lui qui va m'ouvrir les portes tranquillement, tout simplement. Aussi, on remarque dans votre livre qu'il y a un grand manque de ressources au niveau des jeunes ou des personnes qui vivent des situations de difficulté. Donc moi, je voulais savoir qu'est-ce qui devrait être mis en place au niveau de la société pour justement être en mesure d'aider ces jeunes-là qui sont en train de prendre un parcours plus difficile, qui pourrait leur être fatal, comme on le lit dans votre livre. Qui doit être mis en place genre, pour les aider à éviter ça ou juste à les sortir là-dedans? Bien, d'un, il faut écouter ces jeunes-là, savoir qu'est-ce qui les branche. Mhm. Avoir un organisme où, exemple, cet organisme-là se spécialiserait en art. Donc, leur outil pour attirer les jeunes, ce serait les arts, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés aux arts. Et par ces arts-là, comme que nous on fait, par les arts martiaux, bien, on crée différents programmes. Mais l'essence même, c'est parce que le jeune est attiré par les arts. Donc, on peut créer quelque chose où l'essence même sera la technologie. Mhm. Puis, c'est d'être à l'écoute de ces jeunes-là. Donc, moi, j'ai créé un organisme parce que, bon, par les arts martiaux, donc j'ai créé quelque chose où les jeunes, lorsqu'ils pratiquent les sports de combat, ils ont un sentiment de se dépasser. Mhm. Donc, ils se redécouvrent et voient qu'ils sont capables d'être mieux que ce qu'ils sont. Et à travers ça, je mets sur pied des besoins que les jeunes m'en parlent. Aujourd'hui, l'organisme contient plusieurs programmes, mais ça a été d'être à l'écoute de ce qu'ils avaient de besoin. Mon premier programme, c'était juste un programme de mentorat. Ce qui veut dire, un programme de mentorat, c'est comme on fait, on s'assoit et on se parle de nos difficultés. Donc, d'être à l'écoute de ce que le jeune a besoin. Après ça, j'ai mis,
bien sûr, un programme d'aide aux devoirs. Après ça, j'ai mis un programme d'employabilité parce que les jeunes en avaient besoin. Après ça, j'ai mis un programme où on faisait des voyages humanitaires. Après ça, j'ai fini par mettre le programme scolaire. Pourquoi? Parce que le programme scolaire que j'ai mis sur pied est assez différent. C'est que les jeunes, on sait ce que les arts martiaux, les sports en tant que tels apportent aux jeunes, ou d'autres activités parascolaires. Et puis, malheureusement, un jeune qui est en difficulté de comportement ou un jeune qui est en difficulté d'apprentissage ne peut pas faire partie d'un programme sport-études ou un programme spécial parce qu'il n'a pas le comportement nécessaire ou il n'y a pas, le niveau académique. Il n'y a pas le niveau académique nécessaire. Donc, il ne pourra pas faire partie d'un programme comme ça. Mais pourtant, on le sait jusqu'à quel point ces activités qu'on appelle parascolaires aident le jeune, justement, à avancer, à se comprendre, à s'aimer encore plus, à s'accepter encore plus, mais il ne peut pas en faire partie. Donc, j'ai mis un programme sur pied, justement, où les jeunes pouvaient en faire partie. Donc, dans mon programme scolaire, les jeunes font à peu près 3 heures d'études par jour. Et ils font de l'entraînement d'1 heure à 1h30 par jour. Et d'année en année, on va de réussite en réussite avec ces jeunes-là. Mais ce que je remarque par rapport à ton programme, c'est que vous évitez de montrer aux jeunes qui sont punis, qui sont réprimandés par rapport à leur comportement. Puis j'ai l'impression que dans la société qu'on vit aujourd'hui, rapidement, on vient à cela. Tu sais, un jeune qui est en situation de vulnérabilité, que tu dis, qui est troublé, qui commet un crime, si on veut. Rapidement, on fait OK, tu as un problème, on va te mettre en centre jeunesse avec d'autres personnes qui font des problèmes. Donc, ça, c'est... Oui, effectivement. Donc, on a tendance à trop révoquer, à trop vouloir installer de la répression auprès des jeunes. Et je pense que souvent, ceux qui décident d'aller vers cette répression doivent se rappeler eux-mêmes de comment que c'était lorsqu'ils étaient jeunes. Est-ce que ça marchait vraiment? Est-ce que lorsqu'on me punissait, on me disait « OK, tu es en retenue ou tu es ci, tu es ça », est-ce que ça marchait vraiment? Est-ce que lorsqu'on me disait, encore tout jeune, « OK, prends ton cahier, tu vas m'écrire, je ne ferai plus ça 200 fois », est-ce que ça m'amenait vraiment à une réflexion? Pas tout à fait. Donc, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce qui amène ce jeune-là à ce type de comportement, je pense que ça a plus de sens, ça a plus de possibilités de fonctionner. Justement, oui, tout à fait. Ali, dans ton livre, tu te positionnes quand même assez rapidement sur le problème du racisme systémique au Québec. Donc, moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de savoir, ce n'est pas si le racisme systémique existe, mais bien comment ce phénomène de société, qui est le racisme systémique, affecte quotidiennement les gens racisés et aussi des jeunes ethniques en situation de détresse. C'est une très bonne question. Déjà, en tant que jeune, souvent, on se sent marginalisé. Mais là, se rajoute le fait on se sent déjà différent, mais d'être différent à cause de sa peau, de sa langue, amène un problème de plus. Le jeune se présente à quelque part, on lui fait comprendre qu'il y a un problème, puis le problème, c'est ta peau. Alors, on amène ce jeune-là à se révolter encore plus, ou le jeune que lui n'est pas de caractère à se révolter, à imploser justement, à vouloir disparaître, à ne pas avoir envie de faire partie de cette société, à avoir envie de ne pas exister, de mourir, de se suicider. Donc, c'est extrêmement grave. Donc, ce racisme systémique qui existe depuis trop longtemps, je l'ai vécu lorsque j'étais jeune, d'autres l'ont vécu avant moi, et elle est toujours d'actualité, sauf qu'elle est tout simplement moins visible, mais il y en a qui disent « Ah, bien, c'est moins pire que voilà 30 ans ». Pour moi, non. Elle est moins visible et je la trouve encore plus dangereuse. Elle est plus sournoise. Sournoise. Tu sais, je rentre dans un concessionnaire pour m'acheter un auto. Déjà, on dit « OK, il veut s'acheter, exemple, on va exagérer, exemple, une Lexus. Bien, c'est sûrement un dealer de drogue.
Mais même la personne, exemple, je voudrais m'acheter une très belle auto. Là, je suis en réflexion. Je dis, OK, si je m'achète cette auto-là, je risque de me faire interpréter souvent dans la rue. Donc, je suis peut-être mieux d'aller avec celle-là, que je me ferai moins emmerder par la police. Donc, je dois avoir ce type de réflexion qui n'a aucun sens. Et ce n'est pas normal que lorsque je conduis, que je vois une voiture de police en arrière de moi, que je commence déjà à m'inquiéter. Ouais. Et surtout lorsque ça fait plus de 5 minutes qu'il roule en arrière de moi, ben je me dis, ben, voyons. Ça n'a aucun sens. Mais dans votre livre, c'est quelque chose qui doit changer. Dans votre livre, on voit des exemples concrets. C'est par exemple lorsque vous dites que lorsque vous étiez plus jeune dans votre gang, puis qu'il y avait des troubles, vous étiez en train de vous battre, des policiers passaient, oui. Mais tout ce qu'ils faisaient, c'est de regarder. De toute façon, ils disaient « Ah, ça doit être c'est un truc de leur culture, oui. Ils vont régler le problème. » C'est-à-dire qu'ils voient des jeunes en situation de difficulté et au lieu de venir en aide et d'essayer de les aider, bien, on les laisse. C'est ça aussi que le racisme systémique, c'est oui. qu'on nous laisse à nous-mêmes. On laisse à nous-mêmes l'exemple d'une madame qui appelle la police parce qu'elle vit de la violence conjugale. Puis lorsqu'ils voient que ben, c'est des Maghrébins ou c'est des Haïtiens ou des Africains, des Jamaïcains, c'est culturel, on ne s'en mêle pas. Alors qu'il n'y a rien de culturel là-dedans. Alors qu'il n'y a rien de culturel là-dedans. Voilà. Mais par rapport à ce qu'on vit dans la société, c'est associé à ça. Et nous, on doit vivre ce fardeau-là sans vraiment, sans qu'on puisse rien faire pour essayer de changer. On ne doit plus vivre ce genre de situation. Et c'est le pourquoi que ça change aujourd'hui. Il y a tellement de mouvements qui existent aussi. Et de plus en plus, c'est que la société s'en est rendue compte. On l'a vu avec le phénomène George Floyd, et ainsi de suite, par d'autres situations. Maintenant, on le voit que c'est un problème de société. Il n'est pas normal que des gens soient jugés par la couleur de leur peau ou par leur ethnicité, de la même façon que la société évolue tranquillement. Voilà, 20 ans en arrière, on parlait de parité homme-femme. Et on voit qu'il y a du travail qui se fait tranquillement là-dessus. C'est pas normal, autant que c'est pas normal qu'une femme, exemple, qui est vice-présidente à quelque part, puis le monsieur est vice-président aussi, mais là, que l'homme soit payé 20 000 de plus. C'est pas tout à fait, ils ont tout à fait les mêmes compétences. Donc, cette parité-là doit se faire aussi sur tous les points de vue. Donc, on y travaille. Donc, le fait que la société se sente impliquée et concernée par cette situation-là, on l'a vu avec les mouvements, toutes les différentes manifestations qu'il y a eu, on ne voyait pas que des immigrants. Non. On a vu que c'était tous les gens de tout milieu, de toute ethnicité se sentaient concernés. Parce que c'est un combat de société. Oui. Et bien sûr, ce changement-là, la société se sent concernée maintenant, mais la politique, les personnes qui détiennent le pouvoir, c'est eux qui doivent faire ce changement parce que ce racisme systémique existe aujourd'hui parce que les anciens qui avaient le pouvoir l'ont instauré. Et par la suite, donc il y a eu d'autres personnes qui ont eu le pouvoir et ont continué à maintenir ce pouvoir. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui détient le pouvoir, sans le nommer. Ils ont le pouvoir de faire changer les choses ou de les faire continuer à travers le temps. Voilà. Et c'est intéressant. Comment vous diriez que ce phénomène se manifeste au niveau de l'éducation, de ce qu'on nous apprend à l'école? Par exemple, moi, j'ai appris des choses dans votre livre par rapport aux premiers immigrants maghrébins, justement, qui sont arrivés ici, des génocides autochtones. C'est oui. Tous des trucs qu'à l'école, quand on nous apprend l'histoire du Canada, on apprend les Iroquois, les Amérindiens, les échanges, mais jamais on apprend au-delà de ça, des premiers esclaves. Parce que oui. Moi, j'ai appris l'année dernière qu'il y avait des afro-descendants, des esclaves canadiens ici, mais ça, dans mon éducation, je ne l'ai jamais reçu. On ne l'a jamais appris. Effectivement, c'est caché complètement. Encore une fois, ça part aussi les personnes de pouvoir, donc l'éducation. Donc, on nous garde dans l'ignorance. Et non seulement, quand je dis « nous », je parle de la nation québécoise, de la nation canadienne, parce que il y a des gens
Tu sais, lorsqu'on parle de racisme, il y a des gens qui ont des gestes, des façons de faire racistes, mais ils ne le sont pas intérieurement. Mais ils ont été élevés comme ça, on les a appris, donc inconsciemment, ils ne le savent pas. Donc, ils vont causer des gestes, mais c'est par un manque d'éducation, par un manque de savoir, parce qu'ils ne le voient pas. Donc, lorsqu'après ça, ils finissent par le savoir, j'ai des gens après ça qui viennent me présenter des excuses. Et, exemple, j'ai des gens, souvent, ils vont me parler, ils vont me conter une histoire. OK, ouais, l'autre fois, c'est un gars et tout qui était là et tout. C'est un gars, puis c'est un noir. Mais pourquoi un gars et un noir? Pourquoi tu ne m'as pas dit deux gars? Donc, un gars, c'est une personne, et un noir, c'est un noir. C'est une autre personne. Déjà là, Puis, tu te fais une idée de l'histoire, comment ça va se dérouler. Mais ce n'est pas parce qu'il est raciste ou quoi que ce soit. C'est dans l'inconscience. Un gars, un noir. Ou une fille et un noir. Ah, une fille et un arabe. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut changer, qu'il faut évoluer. Mais on y travaille et ce n'est pas tout de rester. Donc, je pense qu'il faut continuer les manifestations, ces affaires-là, mais il faut le faire d'une bonne façon, il faut le faire de la façon la plus brillante possible, la plus éducative possible. Ali, comme dernière question, je voulais savoir, dans ton livre, tu as dit que l'immigrant doit toujours justifier sa place. Est-ce qu'aujourd'hui, après plus de 40 ans au Québec, est-ce qu'aujourd'hui, tu sens encore le besoin de justifier ta place dans la société québécoise? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui, malheureusement, je le ressens encore. Pas nécessairement partout où ce que je vais, mais je le ressens encore. Mais pour moi, je le prends comme une force. Lorsque j'arrive à quelque part, je mets mon pied comme il faut à terre. Donc, moi, lorsque je me présente à quelque part, je me présente en tant qu'Ali Nestor. Et lorsque j'arrive je sens qu'il y a des regards sur moi, parce que l'immigrant qui est là ou la personne noire qui est là, je fonce encore plus. Okay. Je prends encore plus ma place. Okay. Parce qu'en même temps aussi, on a un devoir nous-mêmes aussi de ne pas se faire voir comme cette personne-là. Ce qui veut dire, exemple, vous êtes comédien, vous arrivez à quelque part, vous prenez votre place, vous la faites. Moi, j'arrive dans le milieu des arts martiaux. Non, c'est pas vrai qu'on va me juger comme le pauvre Haïtien qui arrive, qui vient d'Haïti. Non, je suis celui qui mérite sa place autant que tout le monde qui est ici. J'ai autant de compétences que vous et je vais faire tout ce qu'il faut pour le prouver. Et ça, il suffit juste de me donner l'occasion de le faire. Exactement. Mais même si vous ne me le donnez pas, je vais la faire. Parce que c'est ça aussi, oui. parce que en tout cas, dans mon milieu, à moi, on parle beaucoup de diversité, puis on est comme, oui, la diversité, mais c'est juste une question c'est la réalité aussi. Donc, on veut être là, on n'attend plus qu'on nous donne quoi que ce soit. On existe, puis il faut arrêter de penser qu'on va demander la permission pour exister. Moi, c'est surtout ça aussi que je trouve intéressant avec tous ces questionnements-là qu'il y a en ce moment. Tu sais, on n'est pas obligé de choisir quand on est une personne immigrante, si on est plus québécois ou l'origine, parce que de toute façon, on a l'impression d'être jamais bien nulle part. Oui, effectivement. Puis à quel moment qu'on est québécois? Exactement. Donc moi, je ne suis pas né ici. Mes enfants sont nés ici, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas québécois? Je l'explique aussi dans le livre, il y a des gens qui sont là depuis 4-5 générations. Et il y a des gens qui sont là, qui sont arrivés avant des gens qui se disent québécois de souche. Mais comment ça se fait qu'on ne les considère pas québécois non plus? On ne les considère pas canadiens. Dans quel moment est-ce qu'il faut absolument avoir une couleur de peau et venir, je ne sais pas, être descendant de la France pour se sentir québécois? Voilà. Donc, en ce moment, je pense que c'est le moment de passer aux questions des jeunes qui nous écoutent depuis tout à l'heure. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont écrit d'assez intéressant. Je ne vois pas de questions.
Donc, j'imagine que si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire. Sinon, je vais continuer à poser mes questions à moi à Ali. De toute façon, c'est pas terminé, exactement. Donc, Ali, dans ton organisme, vous êtes beaucoup basé sur le mentorat. Oui. Toi-même, tu dis que tu parles beaucoup de tes mentors, que ce soit Dan Bigra, de cet éducateur au centre jeunesse. Donc, moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui fait un bon mentor? Quelles sont les qualités, les compétences pour être un bon mentor auprès d'un jeune? Je pense, pour moi, bien sûr, peut-être que chaque personne a sa propre définition de c'est quoi un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui est là, puis on ressent cette écoute, mais une écoute qui vient sans jugement. Et une personne aussi qui n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité. Exemple, lorsque je parle avec un jeune, je lui parle en tant que quelqu'un qui a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie et probablement qui va en commettre encore, mais qui va toujours faire son possible pour s'améliorer. Donc déjà, le fait, je pense, de se montrer de cette façon-là met le jeune à l'aise. Donc éviter d'être, selon moi bien sûr, d'être la personne qui se dit avoir vécu toutes les expériences nécessaires, donc être soi-disant qualifié pour te faire comprendre, voici le chemin que tu devrais avoir. Je ne pense pas que c'est la meilleure méthode à avoir. Donc, un mentor, avant tout, je pense, se doit d'être vraiment être à l'écoute et être capable d'être au même niveau que le jeune se sent au même niveau, qu'il ne se sent pas, comment je pourrais dire, bas. Donc, que les choses vont se faire à son rythme. Voilà. Naturellement. Ici, on a une question. On nous demande comment exporter votre engagement envers les jeunes ailleurs au Québec ou à l'extérieur du Québec? C'est une très bonne question. Bien sûr, c'est quelque chose que j'aimerais, bien sûr. Pour pouvoir le faire, il faut que ce soit les élus de ces secteurs. Exemple, on me le propose à Québec, bien, il va falloir que ce soit vraiment les élus gouvernementaux de Québec ou les élus municipaux, quoi que ce soit, qui décident, qui m'appellent pour implanter ce genre d'organisme. Mais je ne pourrais pas y aller de moi-même. Je ne me sens pas avoir les reins assez solides, avoir les ressources nécessaires pour aller l'implanter moi-même. Il faut être en mesure de vous entourer des personnes qui vont vous aider à faire ça et qui vont être prêts à vous écouter, de voir que ce que vous faites a un réel impact concret et que vous pouvez montrer sur la vie. C'est quelque chose que j'aimerais. Donc, si je reçois un appel d'un secteur en particulier et on me propose le projet d'instaurer une filiale de l'organisme Ali les Princes et Princesses, je serais plus que ravi de venir aider les gens à installer ce programme. Est-ce qu'au début de la création de votre programme, vous avez fait appel pour avoir des ressources supplémentaires justement par rapport? Est-ce que ces ressources-là ont été difficiles à obtenir? Lorsque j'ai voulu partir cet organisme-là, au départ, les gens ne voulaient rien savoir. Je me faisais claquer la porte au visage de partout, mais ça me faisait avancer encore plus. Je l'écris un peu dans le livre, même qu'il y avait des refus que je recevais, certaines des instances gouvernementaux qui ne voulaient pas me subventionner ou quoi que ce soit. On ne croyait pas à un organisme qui puisse venir en aide par le biais des arts martiaux, par le biais des sports de combat. Parce qu'il y a encore une fois, ça c'est un jugement qu'on a rapidement envers les sports de combat des arts martiaux. On va les amener à être beaucoup plus violents. Ça n'a aucun sens. Et tout à fait le contraire. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il faut vraiment croire en ses rêves, croire en soi, puis se servir de la négation des gens comme une force pour avancer encore plus loin dans la vie. Parce que si j'avais écouté les gens, je n'aurais pas cet organisme-là aujourd'hui et on n'aurait pas pu être en mesure
d'avoir encouragé des centaines de jeunes à avancer dans la vie. Mhm. Puis aussi, comment vous expliquez la différence, vous le dites dans votre livre, que dans un ring, la violence que vous faites, elle est consensuelle. C'est-à-dire que les deux personnes qui rentrent dans le ring décident qu'ils vont se faire mal, se frapper à un certain niveau, alors que dans la rue, lorsque tu vis certaines difficultés, cette violence-là que tu reçois, tu ne l'acceptes pas, on te l'inflige. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Oui, effectivement, parce que souvent, on entend des discours comme quoi que les sports de combat sont violents. Mhm. Que ce soit de la boxe ou le MMA, c'est violent, c'est des barbares, c'est des brutes. Mhm. Puis, j'explique qu'effectivement, les gens qui décident de faire les arts martiaux, ils veulent apprendre à se maîtriser. Et ces deux personnes qui embarquent dans un ring, en acceptant de livrer combat, ils veulent voir qui est le meilleur. Le but, ce n'est pas de brutaliser nécessairement son adversaire, de le mettre KO. Mais lorsque deux personnes sont dans le ring, ils reçoivent une pression extérieure. Exemple, on a les spectateurs autour. Jamais tu vas entendre l'adversaire dire « OK, je vais te tuer ». Mais j'entends la foule me dire de le tuer. J'entends la foule me dire de le massacrer. Alors, c'est pour ça que je dis, mais ça vient de l'extérieur. Donc, dans une aréna, la violence ne vient pas du ring, elle vient d'autour du ring, parce que ce sont les gens qui disent « brutalise-le, tue-le ». Et les gens, exemple, quand un combat a été trop technique… Les gens sont fâchés. Les gens sont fâchés, parce qu'ils veulent voir du sang. Les gens sont tellement déçus. Il y a ce « truc non, ça a été barbare. trop technique. Ouais. » Donc, alors que vous, les deux combattants, vous avez tout cet apprentissage, cette humilité que vous savez que ça va au-delà que juste frapper quelqu'un pour le plaisir. Exactement. Et alors, je suis en train de conduire dans la rue et tout d'un coup, un chauffeur arrive, commence à me crier après parce qu'il trouve que je ne roule pas assez vite, parce qu'effectivement, je roule très lent. Donc, je ne roule pas assez vite et il est prêt à débarquer de son auto pour me donner une leçon. Alors là, c'est une violence que j'en ai pas voulu. Il s'en prend, il veut faire de moi une victime. Alors que lorsque je rentre dans un ring, je ne veux pas faire de victime. S'il me dirait « Ah non, je ne veux pas me battre », bien, ça finit là. Tandis qu'il y a de la violence à l'extérieur, justement. Lorsque je crie après quelqu'un, lorsque je décide de m'en prendre après quelqu'un, bien, c'est une violence non voulue. Voilà. Anthony aimerait savoir quels seront vos futurs projets pour contrer le racisme? Bien sûr. C'est des grosses questions. C'est une grosse question. Ben, j'espère qu'Anthony lui-même a envie de travailler dans ce sens-là. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire, bien sûr, mais c'est toujours de crier haut et fort que ce racisme existe et de toujours crier haut et fort que je ne l'accepte pas, que je ne l'accepterai jamais. Et c'est toujours d'encourager les jeunes et moins jeunes à prendre leur place, à éviter de se dire « Mon Dieu, je suis noir, je ne peux pas y arriver. Mon Dieu, je suis arabe, je ne peux pas y arriver. Mon Dieu, je suis italien. » Non, au contraire, je suis ce que je suis et je vais y arriver. Donc, c'est d'encourager ces gens-là, ces jeunes-là, à prendre le relais, le flambeau et à continuer en avant. Et aussi, du mieux que je peux, bien sûr, c'est d'éduquer autour de moi, de faire comprendre autour de moi les personnes non racisées à mieux comprendre qui on est et à mieux comprendre ce que l'on vit. Et je pense que de plus en plus, plus on va faire comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on ressent depuis nos racines, je pense que il y aura une meilleure façon justement de faire changer les choses. Est-ce que vous trouvez que par moments, cela peut être épuisant pour les personnes racisées de constamment à sentir qu'on a le devoir de faire l'éducation des autres par rapport à ce qu'on vit? Oui, effectivement, ça l'est. Mais malgré que c'est extrêmement épuisant, bien, il va falloir continuer à le faire.
Nancy nous demande, la nomination du ministre hier va-t-il améliorer le combat contre le racisme systémique? C'est une très bonne question. Je l'espère. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, mais il m'a l'air d'être quelqu'un de très bonne foi. Et je suis du genre à me dire que je laisse la chance aux coureurs. Et je serais même très ravi de m'asseoir avec lui. Mais je pense qu'il va avoir besoin de personnes autour de lui pour faire avancer la chose, mais de personnes surtout non partisanes. Donc, qui n'ont aucun intérêt politique là-dedans. Parce que c'est quand même des grosses chaussures c'est des grosses chaussures qu'il va devoir enfiler. enfiler. Et bon, je ne pense pas que ça va se régler en un mandat, mais je souhaite que ça marche. Et moi, je laisse la chance au coureur, mais j'espère qu'il va bien s'entourer et que ce n'est pas tout simplement un coup de personnes politiques, quoi. Comme dernière question, Ali, je voulais savoir, ce serait quoi un conseil que tu aurais à donner à un jeune qui veut s'engager dans sa communauté, qui veut justement faire un impact comme toi, comme vous faites? Ce serait de s'engager, mais de rester soi-même, de suivre vraiment son cœur. Okay. Sincèrement, je ne serais pas honnête de dire que j'ai fait tout ça en pensant que j'allais arriver à faire un changement. J'ai juste suivi ce que j'avais envie de faire et un jour, on m'a dit que je pense que tu réussis à faire des changements. Tant mieux, mais je pense que c'est de suivre son cœur, de suivre sa passion et tout simplement, si vraiment ton cœur te dit, voici la direction qu'il faut faire, fonce, fais-le et fais-le le mieux que tu peux. Ali Nestor, je te remercie grandement d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Et pour finir, pour justement rebondir sur ce que tu dis, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui aimeraient ça, s'impliquer dans la communauté à Repentigny à partir d'aujourd'hui, il y a un service qui a été créé, le comité de stratégie jeunesse de Repentigny, qui a pour but de donner une voix à la jeunesse repentinoise et mettre en œuvre des idées novatrices qui collent à la réalité et aux besoins des jeunes de 15 à 29 ans vivant sur l'île. Donc, peu importe ce que vous avez comme idée, ce comité-là existe, faites valoir votre voix pour justement aider la Ville du Bonheur. J'aimerais pouvoir te remercier pour cette belle entrevue. J'aimerais pouvoir aussi remercier toute l'équipe qui m'a invité pour cette belle conférence. J'ai vraiment adoré. Donc, merci à tout le monde. Merci. Merci à vous d'être aussi généreux de votre temps. Et à la prochaine.